Tous bienvenue à Paris où se trouve le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, bonjour. Bonjour Alain. Luxembourgeois à la tête de l'exécutif depuis 2014, dans votre dernière année de mandat marquée par les fameuses multicrises dont vous nous parlez. En l'occurrence, vous soulignez l'immigration, le Brexit, maintenant l'inquiétude de la zone euro vis-à-vis de l'Italie, la montée des populismes. Et vous êtes venu célébrer l'armistice 14-18 avec une cinquantaine de chefs d'État, en effet, avec un certain nombre de polémiques, Pétain ou pas Pétain, etc. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette période quand même sombre? Je crois qu'il est de l'ardente obligation du président de la Commission, de tous les Européens en fait, d'être présent aujourd'hui à Paris. La Deuxième Guerre mondiale, qui a apporté tant de sacrifices, de douleurs, de sang aux Européens, n'est pas explicable sans l'histoire de la Première Guerre mondiale, que les Français appellent, et à juste titre, la Grande Guerre. Donc tous les Européens qui aiment la paix, tous les Européens qui sont engagés dans le processus pacificateur, qui est le pacte fondateur de l'intégration européenne, se doivent d'être présents à Paris pour commémorer et pour former des vœux appuyés par des actions concrètes. La paix n'est pas évidente. La paix n'est pas l'état normal de l'Europe. Il faut travailler à la paix jour après jour. Vous avez parlé de la Seconde Guerre mondiale, 6 millions de Juifs, effectivement, victimes de l'Holocauste. Les actes antisémites qui ont augmenté cette année de 70% en France. On le voit aussi en Allemagne, en Belgique, en Suède. Est-ce qu'on fait face à une nouvelle vague d'antisémitisme en Europe, selon vous? Je suis péniblement surpris par le fait que le nombre des actes antisémites va croissant. C'est tout à fait inattendu parce que j'aurais voulu penser que ce drame qui a frappé la communauté juive depuis les années 30 ne se répéterait plus. Et donc, à chaque fois qu'il y a des actes antisémites, il faut se mettre à travers de la route de ceux qui rejettent les autres, ceux qui n'aiment pas les autres, qu'ils viennent de plus loin ou qu'ils vivent au centre de nos communautés. L'antisémitisme ne devrait pas avoir de place en Europe et il faut faire tout pour éviter que les vieux démons ne nous reviennent. Alors, dans l'actualité de cette semaine, il y a aussi évidemment les fameuses élections mi-mandat que Donald Trump estime avoir largement remportées puisqu'il a consolidé sa majorité au Sénat. Est-ce que c'est votre vision d'abord, et puisqu'il a les mains libres surtout pour mener exactement la politique qu'il veut, mais en particulier vis-à-vis de nous? Je n'ai pas à commenter les résultats des midterm élections aux États-Unis, c'est l'affaire des Américains. Je constate qu'il y a de légères nuances à apporter à la bipolarisation de la société américaine. Nous entretenons avec l'administration Trump des relations parfois difficiles, mais tout de même inspirées par cette volonté qui est la nôtre de ne pas quitter toutes les logiques de nos relations transatlantiques que nous avons érigées depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons avec Trump, notamment pour ce qui est du règlement des différends commerciaux, qui pourraient être les nôtres, des relations suivies, continues. J'ai visité M. Trump à la fin juillet. Nous nous sommes mis d'accord pour ne pas relancer une guerre commerciale qui serait de mauvais aloi. Oui, mais alors à quel coût, Monsieur le Président? Parce que finalement, les Américains sont en train de demander en ce moment de négocier le plus vite possible pour lever tous les obstacles commerciaux à l'importation de leurs biens, peut-être l'agriculture aussi en chemin. Est-ce que vous n'êtes pas tombé un peu dans leur piège parce qu'ils ne veulent pas plus que ça, finalement, d'une négociation équilibrée, on va dire? Ça dépend du point de vue. Aux États-Unis, on pense plutôt que M. Trump se serait pris les pieds dans des pièges que nous lui aurions tendus. Il n'y a pas de piège entre nous. Nous étions très clairs. Il ne saurait y avoir de négociations en matière agricole. L'agriculture n'est pas à la disposition des caprices d'une négociation momentanée entre les États-Unis et l'Europe. Non, on va se mettre d'accord, j'espère, sur des règles minimales qui pacifieront nos échanges commerciaux. Il s'est aussi beaucoup ému à Paris que l'on parle d'une armée européenne. On n'a plus le droit d'en parler maintenant en présence de M. Trump, de faire de projets sur cette idée d'armée européenne? Ce n'est pas le président des États-Unis qui fixe nos agendas. Il y a cette idée, d'ailleurs reprise par le président Macron, de voir un jour naître de la coopération, de l'intégration européenne,
une armée européenne. Cette armée, si jamais elle devait devenir réalité, et ce n'est pas un projet de moyen terme, mais plutôt du très long terme, ne serait pas une armée qui quitterait le cadre de référence que constitue l'OTAN. Ce n'est pas une armée contre les États-Unis. Nous avons de vrais ennemis. Les Américains ne sont pas nos ennemis. Alors, cette semaine aussi, beaucoup d'espoirs relancés autour d'un accord sur le Brexit, des rumeurs, c'est en train de se faire, ça se fait pas, c'est des négociations secrètes, etc. Alors, il y a évidemment toute la question de l'Irlande du Nord qui est très compliquée à résoudre. Est-ce que vous croyez qu'on est plus proche d'un accord qu'il y a quelques jours ou pas spécialement? J'ai l'impression que nous approchons à pas de sénateurs et sur la pointe des pieds vers un accord définitif qui sera conclu au cours des semaines à venir. Le Brexit est une tragédie pour l'Europe. Il ne faut pas ajouter le drame d'un départ non organisé du Royaume-Uni à la tragédie qui d'ores et déjà est palpable. Alors, l'autre gros dossier, un peu moins tragique peut-être quand même, l'Italie, avec un Eurogroupe qui a redit que finalement son budget 2019 était hors les clous. Mais si elle refuse de réviser sa copie, parce que c'est peut-être ce qui va se passer quand même, c'est ce qu'elle dit pour l'instant, est-ce que c'était tellement habile d'engager le bras de fer avec cette coalition, la Ligue 5 étoiles, etc., avant les élections européennes? Est-ce que c'est bienvenu? Enfin, je vous reconnais un humour qui vous caractérise depuis toujours. La Commission ne peut pas ne pas voir ce qui se passe en Italie. L'Italie prend de la distance par rapport à ses promesses, je veux dire par rapport à ses obligations. Donc il doit y avoir un dialogue mâle, viril et vertueux entre l'Italie et la Commission. Je note par ailleurs que tous les ministres des Finances réunis au sein de l'Eurogroupe ont rejoint la Commission sur sa position qui consiste à dire que l'Italie doit nous présenter un nouveau budget. Elle a le temps jusqu'à mercredi prochain, si je ne m'abuse, pour préciser ses idées, et puis nous verrons. Mais on ne peut pas ne pas insister sur le fait que les règles sont là pour être respectées, surtout par l'Italie qui a profité au cours des dernières années de tous les éléments de flexibilité dont nous avons enrichi la grille de lecture économique du pacte de stabilité, ce qui a permis à l'Italie de dépenser 30 milliards de plus qu'elle n'aurait pu le faire si le pacte n'avait pas été enrichi par des éléments de flexibilité dont l'Italie est le premier bénéficiaire, tout comme elle est le premier bénéficiaire du plan d'investissement dit Juncker, tout comme elle est le deuxième bénéficiaire des fonds structurels. Je vois bien les problèmes de l'Italie, mais je vois aussi les problèmes des autres. Elle se plaint de ne pas avoir été bénéficiaire de la solidarité européenne par rapport aux migrants. Matteo Salvini qui en a rajouté une couche. Est-ce que finalement l'histoire de ces bateaux, des ONG bloqués en Méditerranée, qui ne peuvent plus accoster sur ses côtes, sa politique du fait accompli, n'est pas en train de fonctionner? Ce n'est pas d'ailleurs un très mauvais message? Nous avons fait en sorte, en appliquant le pacte de stabilité revu par les éléments de flexibilité dont je vous ai parlé, nous avons inclus dans cette grille de lecture le coût de l'accueil des migrants en Italie. Il n'est pas vrai que l'Europe n'aurait pas été là lorsqu'on l'attendait au coin de la mer, si j'ose dire. Non, mais je voudrais que nous nous mettions d'accord le plus rapidement possible en adoptant les propositions qui furent celles de la Commission depuis 2015, que nous adoptions toutes les décisions que nous devons prendre en matière de réforme du droit d'asile et du système de Dublin. Nous devons le faire ensemble et pas l'un contre l'autre. Au congrès d'Helsinki, votre parti, le PPE, s'est choisi une tête de liste pour justement, puisque vous ne vous représentez pas, pour mener justement la bataille pour la Commission en mai 2019 aux élections européennes. Manfred Weber, il est beaucoup moins connu que vous puisque vous étiez ancien Premier ministre au Luxembourg. C'est un Allemand, on dit que les Allemands sont trop présents déjà dans les institutions. Il ne parle pas français comme vous. Est-ce que c'est un choix tellement judicieux ? Enfin, c'est une décision que le congrès du PP a prise. Qui suis-je que je pourrais critiquer une décision qui a été prise par le congrès du PP à une très large majorité? Je suis convaincu que M. Weber correspond à toutes les qualités généralement quelconques qui sont exigées
d'un futur chef de la Commission. Il apprendra évidemment le français parce que le français est une très belle langue et l'Europe ne peut pas faire sans la langue de Voltaire. Alors, il n'a pas exclu en attendant Viktor Orban, le Premier ministre hongrois des rangs du PPE. Pourtant, vous n'êtes pas très favorable à M. Orban, qui a soutenu cette candidature de Manfred Weber. Est-ce que finalement, c'est bien de faire ainsi le grand écart entre des très populistes et des plus modérés dans ce grand parti? Pour moi, il est essentiel que M. Orban, tout comme d'autres d'ailleurs, signe le programme du Parti populaire européen. C'est un engagement que nous devons prendre entre nous, programme électoral, programme de base. Celui qui se déclare être en conformité avec ces principes directeurs qui ont fait leur entrée dans les programmes du PPE, peuvent rester. Mais à partir du moment où les principes directeurs sont appliqués d'une façon plus que très nuancée, il y a des mesures à prendre. Alors, Emmanuel Macron voudrait d'ailleurs, pour les prochaines élections, opposer progressistes contre populistes. Vous n'y êtes pas très favorable, j'ai cru comprendre. Non, vous êtes là sur une impression qui ne reflète pas la profondeur de ma pensée savamment articulée. Dites-moi. Je crois qu'il y a un réel débat entre le nationalisme borné, entre le populisme stupide, et il faut adresser cette bipolarisation de l'Europe lors de la campagne électorale. Ceci dit, il ne suffit pas de traiter de ce problème, parce qu'il y a entre les différentes forces politiques européennes, libéraux, socialistes, démocrates chrétiens, conservateurs, de réelles divergences sur l'avenir du projet européen dont il faudra que nous parlions. Mais Macron a sans doute raison de mettre un des accents sur cette grave explication entre les extrémismes et le centre européen. Mais alors, justement, est-ce que les progressistes ont beaucoup à se mettre sous la dent? Je pense à ce tandem Macron-Merkel dont on a dit finalement on va relancer un peu l'Europe, l'idée européenne, qui accouche de très peu d'avancées sur la défense, sur la zone euro, sur des initiatives citoyennes qui seraient un petit peu populaires. On en est où? Mais écoutez, moi je ne suis pas dans les intimités du couple franco-allemand. Si, vous êtes dans les intimités. Oui, mais enfin... Vous leur parlez beaucoup à tous les deux. J'observe sur le bord du lit ce qui se fait, et il y avait déjà plus d'activité qu'à l'heure actuelle. Alors, vous êtes à 6 mois maintenant du bilan de la commission Juncker, puisque vous n'avez pas souhaité, on le disait, briguer un second mandat. Pourquoi pas d'ailleurs? Mais parce que je crois que, après avoir servi l'Europe, si je peux m'exprimer de cette sorte, pendant 5 années, le moment est venu pour moi, pour passer à autre chose, et pour les autres, de montrer ce qu'ils savent faire. On verra à l'autopsie d'ailleurs. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi cette commission plus politique que vous appeliez de vos voeux, et que l'Europe se porte mieux du coup? Oui, ça dépend, là encore, du point de vue. L'Europe se porte mieux. Rappelez-vous, en 2014, lorsque j'ai fait mes premiers pas en Europe, enfin mes premiers pas au niveau de la Commission, l'Europe était en crise économique. Nous sortions d'une grave crise financière et économique. Le chômage n'a cessé d'augmenter, les déficits faisant de même. Aujourd'hui, nous avons le retour de la croissance dans tous les pays de l'Union européenne. Nous sommes au 25e trimestre de croissance, ce que d'autres parties du monde économiquement organisées à la façon dont nous l'avons organisé ne peuvent pas prétendre. Les niveaux de chômage ont baissé. Même le chômage des jeunes, qui reste à 14,8%, est le moins élevé depuis l'an 2000. Nous avons créé depuis 2014 12 millions d'emplois. Aujourd'hui, il y a 239 millions d'Européens qui sont au travail. C'est le taux d'emploi le plus élevé que l'Europe ait jamais connu. Et nous avons su corriger vers le bas les déficits. Nous partions avec un déficit moyen de 6,3% en 2014. Nous sommes retombés à 0,8%. Donc dire que l'Europe se trouve dans un état aussi déplorable qu'elle ne l'était en 2014 est une lecture de l'histoire récente qui ne traduit pas un don d'observation très développé. Alors, elle est quand même en difficulté quand il s'agit d'affirmer ses positions dans le monde. Notamment, sa diplomatie avait négocié un accord avec l'Iran. Aujourd'hui, il est remis en cause par les Américains. On a bien du mal à
poursuivre notre idée qu'il faut pousser le multilatéralisme? Oui, mais enfin, je crois que le multilatéralisme doit rester le principe directeur que les Européens doivent appliquer jour après jour. Le deal, comme on dit en anglais, avec l'Iran n'est pas mort. Nous pensons toujours qu'il y a de bonnes raisons pour le garder en vie. Les Américains n'en veulent pas, mais nous sommes en dialogue vertueux avec les États-Unis sur ce point. Ce n'est pas la faute de l'Europe. Cessons d'imputer tout ce qui va mal à l'Europe et d'imputer tout ce qui fonctionne aux autres. C'est le contraire qui est vrai. Alors on parle bien sûr aussi des autres puissances. Dans la future campagne des élections européennes, de l'importance de la Russie à nos portes, avec certains pays qui disent, comme l'Italie justement, il est peut-être temps de lever les sanctions concernant l'Ukraine vis-à-vis de la Russie, d'être un petit peu moins sévère. C'est votre sentiment? Enfin, j'observe tout ce débat. Lorsque je suis au Conseil européen, lorsque j'écoute les autres, je n'entends jamais des appels pressants pour lever les sanctions. Lorsque certains de mes collègues sont à Moscou, me revient l'écho comme s'ils avaient proposé à Moscou de lever les sanctions. Je crois que les sanctions ne sont pas faites pour durer. Mais il y a eu les événements gravitant autour de l'Ukraine, l'Est de l'Ukraine, il y a les événements qui ont affecté la Crimée. L'Europe, tout comme d'autres, a imposé des sanctions, et tant que la situation n'évoluera pas dans le sens souhaité, les sanctions vont rester. Ceci dit, il est évident que l'Union européenne a intérêt de renouer avec la Russie. La Russie est notre voisin le plus important. L'Union européenne ne choisit pas ses voisins. Les voisins sont là, ils sont là et vont rester là. Donc il faut avoir avec la Russie sur des points qui ne concernent pas le matériel qui prête à controverse Ukraine-Crimée. Il faut avoir avec la Russie sur d'autres domaines une coopération plus nourrie. Merci en tout cas de vous être levé tôt oui. et d'avoir été très peu paresseux pour venir nous parler justement. Monsieur le Président, merci à vous de nous avoir suivis pour cet entretien. À très bientôt sur France 24, vous restez sur notre antenne.